Ma sœur a épousé mon fiancé en prétendant être enceinte. Ma famille s'est retournée contre moi, il mérite d'être heureux, ne t'interpose pas. Je n'ai rien dit, je suis parti et j'ai annulé tous les paiements que je prenais en charge. 3 mois plus tard, ils ont découvert combien le « bonheur » coûte vraiment. Je m'appelle Suzanne et j'ai 28 ans. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et appuyez sur le bouton j'aime et s'abonner et si vous vous êtes déjà senti complètement trahi par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus. Vous voudrez certainement rester pour découvrir ce qui s'est passé ensuite. Donc, j'étais là, assise dans le salon de mes parents mardi soir dernier, pensant que nous avions un dîner de famille normal. Maman avait insisté pour que tout le monde vienne pour son célèbre rôti de bœuf, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Elle ne fait du rôti de bœuf que lorsqu'elle a de mauvaises nouvelles à annoncer. La dernière fois, c'était quand papa avait perdu son emploi il y a 3 ans. Tout le monde était là. Mes parents, évidemment, ma sœur Rachel, l'air inhabituellement nerveuse et agitée. Son petit ami, Derek, qui ne semblait pas pouvoir regarder qui que ce soit dans les yeux, et mon fiancé, Michael, qui n'arrêtait pas de vérifier son téléphone toutes les 30 secondes comme s'il attendait un message urgent. Je devrais mentionner que Michael et moi étions ensemble depuis 3 ans et fiancés depuis 8 mois. Nous devions nous marier dans 6 semaines. J'avais la robe, le lieu était réservé, et j'avais déjà versé des acomptes pour tout, des fleurs au groupe. Mes parents avaient été si fiers quand il avait fait sa demande, parlant sans cesse de son succès dans son cabinet comptable et de la stabilité de notre avenir ensemble. Rachel avait été bizarre avec Michael dernièrement, mais je pensais que c'était juste de la jalousie typique entre sœurs. Elle a 2 ans de moins que moi et a toujours été un peu dramatique de ne pas être le centre de l'attention. Quand je me suis fiancé, elle a fait quelques commentaires sur le fait que je me précipitais et que Michael semblait trop beau pour être vrai. Je pensais qu'elle était juste protectrice. Mais assise là au dîner, les regardant tous échanger ces regards inconfortables, je savais que quelque chose n'allait pas du tout. La conversation semblait forcée, comme si tout le monde lisait un script qu'ils avaient répété. Maman n'arrêtait pas de me poser des questions sur les préparatifs du mariage avec un enthousiasme fin qui me donnait des frissons. Papa était inhabituellement silencieux, se contentant d'acquiescer et d'éviter le contact visuel. Puis Rachel s'éclaircit la gorge et dit qu'elle avait une annonce à faire. La pièce devint silencieuse. Elle regarda Derek, puis Michael, puis enfin moi. Ses mains tremblaient alors qu'elle les posait sur la table. « Je suis enceinte », dit-elle, sa voix à peine audible. Ma première réaction fut la confusion, pas la colère. Je regardais Derek, m'attendant à ce qu'il ait l'air excité ou nerveux ou quelque chose. Au lieu de cela, il avait l'air de vouloir se glisser sous la table et disparaître. C'est là que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler dans mon cerveau, bien que je ne pouvais toujours pas croire ce que je pensais. « Félicitations », dis-je automatiquement, parce que c'est ce qu'on est censé dire quand quelqu'un annonce une grossesse. « Quand est la date d'accouchement ?» Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. « Suzanne, il y a autre chose que je dois te dire. » Et c'est là que tout mon monde s'est effondré autour de moi parce que les prochains mots qui sortiraient de sa bouche allaient tout changer. Et au fond de moi, je savais déjà ce qu'elle allait dire. « C'est le bébé de Michael », murmura Rachel. Et les mots me frappèrent comme un coup physique à la poitrine. Pendant un instant, je ne pouvais plus respirer. La pièce commença à tourner, et j'avais l'impression de voir cette scène arriver à quelqu'un d'autre. Cela ne pouvait pas être réel. Ce devait être une sorte de blague morbide ou de malentendu. Je regardais Michael, m'attendant à ce qu'il se lève et nie, qu'il dise à tout le monde que c'était faux. Au lieu de cela, il fixait ses mains, son visage pâle comme un mort. C'est là que je sus que c'était vrai. « Depuis combien de temps ?» demandai-je, ma voix étonnamment stable compte tenu du fait que toute ma vie venait d'imploser. « Depuis combien de temps cela dure-t-il ?»« Suzanne, laisse-moi t'expliquer », commença Michael, me regardant enfin avec ses yeux bleus que je pensais autrefois si honnêtes et dignes de confiance. « Depuis combien de temps ?» répétai-je, chaque mot aiguisé comme un couteau. Rachel pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. « Environ 4 mois, murmura-t-elle. 4 mois. Pendant que je planifiais notre mariage, choisissant des centres de table et discutant avec le traiteur des options de menu, mon fiancé couchait avec ma sœur. Pendant que je montrais avec enthousiasme ma bague de fiançailles à mes collègues et parlais de notre avenir ensemble, il se faufilait dans mon dos.
Le calcul était simple et brutal. Rachel était apparemment enceinte de 8 semaines, ce qui signifiait que cela durait bien avant que le bébé ne soit conçu. Ce n'était pas une erreur isolée ou un moment de faiblesse. C'était une liaison en bonne et due forme. Où, demandai-je, conservant ce calme étrange qui accompagne un choc complet. Où vous rencontriez-vous, Suzanne? Est-ce que ça importe vraiment, intervint maman, tendant la main à travers la table pour toucher ma main. Je la retirai comme si elle m'avait brûlé. Ça m'importe à moi, dis-je, regardant directement Rachel. Je veux savoir où ma sœur et mon fiancé avaient leur relation secrète pendant que je planifiais mon mariage. Michael s'éclaircit la gorge. Parfois chez Derek quand il faisait des quarts de nuit. Parfois, il marqua une pause, l'air honteux. Parfois à l'hôtel du centre-ville. L'hôtel du centre-ville. Le même hôtel où j'avais eu ma fête de jeune fille il y a à peine 2 mois. Je me demandais s'ils s'étaient rencontrés là ce week-end même, riant de mon ignorance pendant que j'ouvrais des cadeaux et remerciais tout le monde de célébrer mon prochain mariage. Derek prit enfin la parole, sa voix se brisant, je n'étais au courant de rien avant hier. Rachel m'a dit qu'elle était enceinte, mais elle n'a pas dit qui était le père avant ce matin. Donc Derek était tout aussi pris au dépourvu que moi. Au moins, il y avait une personne à cette table qui ne faisait pas partie de la conspiration pour détruire ma vie. Nous allons nous marier, annonça Rachel soudainement comme si c'était une sorte de solution qui allait tout arranger. Michael et moi allons nous marier et élever le bébé ensemble. J'ai commencé à rire, non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que l'alternative était de crier ou de m'effondrer complètement. Voici ma petite sœur qui annonce qu'elle va épouser mon fiancé et vivre heureuse pour toujours avec leur bébé surprise, et elle le présentait comme si c'était une bonne nouvelle. Eh bien, dis-je, me levant de table et attrapant mon sac à main. Je suppose que des félicitations s'imposent, alors. Faites-moi savoir quand vous fixez une date pour que je puisse m'assurer d'être absente de la ville. Suzanne, attends, appela papa, parlant pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé. Nous devons en discuter en famille. Je me suis retourné et les regardai, vraiment regardé. Cet homme qui m'avait appris à faire du vélo et m'avait aidé avec mes devoirs de maths et m'avait accompagné à ma remise de diplôme du lycée. Cet homme qui me demandait maintenant de m'asseoir et de discuter de ma sœur qui me volait mon fiancé comme si c'était un léger conflit d'horaires. Il n'y a rien à discuter, dis-je. Rachel a fait son choix. Michael a fait son choix. Maintenant, je fais le mien. Et sur ce, je suis sorti de la maison de mes parents sans regarder en arrière. Le trajet de retour fut un flou de larmes, de rage et d'incrédulité. Je m'attendais à ce que mon téléphone sonne, à ce que quelqu'un me poursuive et me dise que tout cela était une horrible erreur. Mais mon téléphone resta silencieux, et au moment où je me garais dans mon allée, la réalité commençait à s'installer. La voiture de Michael n'était pas dans l'allée, ce qui n'était pas inhabituel puisqu'il travaillait souvent tard. Mais ce soir, je me demandais s'il était réellement au travail ou s'il était de retour chez mes parents, consolant ma sœur enceinte et planifiant leur avenir ensemble. Je suis resté longtemps dans ma voiture, fixant la maison où j'avais cru que nous vivrions ensemble en tant que mari et femme. Nous l'avions achetée il y a seulement 6 mois, nos 2 noms sur l'hypothèque. J'avais passé des semaines à choisir les couleurs de peinture et les meubles, imaginant la vie que nous construirions ici ensemble. Maintenant, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était le nombre de fois où il avait amené Rachel ici quand je n'étais pas à la maison. Avait-elle été dans notre lit, sur notre canapé, ou dans la cuisine où je faisais du café tous les matins, complètement inconsciente de ce qui se passait dans mon dos? Quand je suis enfin entré, le silence était assourdissant. Chaque recoin de la maison me rappelait Michael, nos projets, l'avenir qui venait de s'évaporer. Je montai à notre chambre et ouvris son placard, fixant ses vêtements suspendus là comme si rien n'avait changé. C'est là que je remarquai qu'il manquait certaines de ses affaires. Son pull préféré n'était pas là. Ni son bon costume ni ses chaussures de ville. Il avait planifié cela. Pendant que j'étais au travail aujourd'hui, pensant à ce que je ferais pour le dîner et si nous avions besoin de plus de cartes de remerciement pour les cadeaux de mariage, il était en train de faire ses valises et de se préparer à me quitter. Le lâche n'avait même pas pu me faire face lui-même. Il avait laissé ma sœur faire le sale boulot de me raconter leur liaison pendant qu'il restait assis là comme un enfant coupable attendant sa punition. Je sortis mon téléphone et commençai à faire défiler nos SMS des dernières semaines. Comment avais-je pu manquer les signes? Mais en y repensant maintenant, tout était évident, la façon dont il travaillait plus tard plus souvent,
la façon dont il avait cessé de parler du mariage avec un réel enthousiasme, la façon dont il était distant et distrait chaque fois que nous étions ensemble. Mon téléphone vibra avec un SMS, et pendant une fraction de seconde, mon cœur bondit, pensant que ce pourrait être Michael avec une explication qui rendrait tout cela logique. Au lieu de cela, c'était ma mère. Chérie, je sais que c'est difficile, mais il faut qu'on parle. Rachel a vraiment besoin de notre soutien en ce moment. Elle est effrayée et confuse, et elle a fait une erreur. Peux-tu revenir pour qu'on puisse régler ça en famille? Rachel a besoin de soutien. Rachel a fait une erreur. Je lus le message 3 fois, attendant la partie où ma mère reconnaîtrait que moi aussi, j'aurais besoin de soutien, ou que peut-être Michael avait aussi fait une erreur, ou que quiconque dans cette situation se souciait de ce que je ressentais. Mais il n'y avait rien, juste de l'inquiétude pour la pauvre Rachel enceinte, qui était en quelque sorte devenue la victime dans cette histoire. J'ai répondu, et ce dont j'ai besoin, moi? Et me soutenir, moi. La réponse est venue presque immédiatement. Bien sûr, nous te soutenons aussi, ma chérie, mais Rachel est dans un état délicat, et elle aura plus que jamais besoin de sa famille. Je sais que tu es blessé, mais essaie de penser à ce qui est le mieux pour tout le monde. Le mieux pour tout le monde? Traduction, tais-toi, souris et fais comme si tout allait bien pour ne pas rendre les choses inconfortables pour Rachel et Michael. Avez-vous déjà vécu un moment où vous réalisez que les personnes qui étaient censées vous aimer inconditionnellement avaient en fait des conditions très claires à leur amour? Laissez un commentaire ci-dessous si vous avez déjà eu l'impression que l'on attendait de vous que vous acceptiez d'être sacrifié pour l'harmonie familiale. J'ai éteint mon téléphone et je suis allé me servir un grand verre de vin. Demain, je commencerai à comprendre comment démêler ma vie de celle de Michael. Ce soir, j'avais juste besoin de digérer le fait que toute ma famille avait choisi ma sœur infidèle plutôt que moi. Mais je ne savais pas que ce n'était que le début de leur trahison. Je me suis réveillé le lendemain matin sur mon canapé, toujours vêtu des vêtements de la veille, avec une bouteille de vin vide sur la table basse et 17 appels manqués sur mon téléphone. 12 venaient de mes parents, 3 de Rachel et 2 de Michael. Il y avait aussi environ 30 messages textes, allant des excuses aux tentatives de culpabilisation, en passant par des exigences pures et simples que je les rappelle immédiatement. Le mal de tête dû aux pleurs et au vin n'était rien comparé au malaise à l'estomac quand je me suis souvenu que la veille n'avait pas été un cauchemar. Ma sœur était vraiment enceinte du bébé de mon fiancé, et il prévoyait vraiment de se marier. J'ai fait du café avec des mains tremblantes et j'ai essayé de trouver quoi faire ensuite. Le côté pratique de mon cerveau s'est mis en marche, dressant une liste mentale de tout ce qui devrait être annulé ou modifié, le lieu, le traiteur, le groupe, les fleurs, les vols pour la lune de miel. Des centaines de personnes devraient être informées que le mariage était annulé. Mon téléphone a sonné à nouveau. Le nom de maman est apparu à l'écran et, contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Suzanne, Dieu merci, dit-elle, sa voix remplie de soulagement. Nous étions si inquiets pour toi. Tu n'as répondu à aucun de nos appels hier soir. J'avais besoin de temps pour réfléchir, dis-je, ma voix rauque à force d'avoir pleuré. Bien sûr, ma chérie. C'est beaucoup à digérer. Pourquoi ne viens-tu pas prendre le petit déjeuner? Nous pourrons nous asseoir et voir comment aller de l'avant. Aller de l'avant. Comme si ce n'était qu'un léger contretemps qui pouvait être résolu avec une réunion de famille et des crêpes. Maman, il n'y a rien à régler. Michael m'a trompé avec Rachel. Ils ont un bébé ensemble. Il l'a choisi plutôt que moi. C'est assez simple. Suzanne, ma chérie, ce n'est pas si simple. Parfois, ces choses arrivent. Les gens tombent amoureux et c'est compliqué, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas y faire face en famille. J'ai dû poser le téléphone un instant parce que j'avais peur de le jeter à travers la pièce. Les gens tombent amoureux comme si c'était une comédie romantique où tout le monde finirait heureux si on leur laissait juste le temps. Suggérez-vous sérieusement que je devrais simplement accepter cela et passer à autre chose, demandai-je quand j'ai repris le téléphone. Je suggère que s'accrocher à la colère n'aidera personne. Rachel se sent terrible à cause de ce qui s'est passé. Michael se sent terrible aussi. Ils savent tous les deux qu'ils ont mal géré la situation, mais le bébé est innocent dans tout ça. Le bébé. Bien sûr, tout revenait au bébé. La grossesse magique qui effaçait en quelque sorte tous les mensonges et la trahison et rendait mes sentiments sans importance. Que attendez-vous exactement de moi, maman? Que je sois la demoiselle d'honneur à leur mariage?
Que j'aide à organiser les fêtes prénatales? Que je fasse comme si tout allait bien? J'attends de toi que tu sois la personne mature et aimante que je t'ai élevée. J'attends de toi que tu fasses passer la famille en premier, comme nous l'avons toujours fait dans cette famille. La famille en premier. La devise qui m'avait été inculquée depuis l'enfance. Sauf qu'apparemment, elle ne s'appliquait que lorsque l'on attendait de moi que je me sacrifie pour le bien de tous les autres. Et la famille de Michael, demandai-je. Leur avez-vous parlé de cette situation? Il y eut un long silence. Suzanne, les parents de Michael pensent qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas à des réunions de famille pendant un certain temps. Juste le temps que les choses se calment et que les gens s'adaptent à la nouvelle situation. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Nous avons expliqué que tu avais du mal à accepter la grossesse de Rachel et que tu risquais de créer des problèmes si tu étais là. Nous avons pensé qu'il serait préférable pour tout le monde que tu prennes un peu de recul pour gérer tes émotions. Il m'avait dépeinte comme le problème, l'ex-fiancé instable qui ne pouvait pas supporter le bonheur de sa sœur. La femme aigrie qui créait des drames au lieu de célébrer une nouvelle vie. Alors, si je comprends bien, dis-je, ma voix devenant dangereusement calme. Rachel couche avec mon fiancé, tombe enceinte et annonce qu'ils vont se marier. Et d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui dois prendre mes distances et gérer mes émotions. Suzanne, tu déformes la situation. Personne ne dit que tu es la méchante ici. Nous essayons juste de trouver un moyen pour que tout le monde soit heureux. Tout le monde sauf moi, apparemment. Ce n'est pas juste, Suzanne. Nous voulons que tu sois heureuse aussi. Mais le bonheur signifie parfois accepter les choses que nous ne pouvons pas changer et trouver un moyen d'aller de l'avant. J'ai raccroché le téléphone et j'ai immédiatement appelé ma meilleure amie, Jessica, qui vivait à l'autre bout du pays à Portland. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et je me suis complètement effondré en lui racontant tout ce qui s'était passé. Tu te moques de moi, dit-elle quand j'ai eu fini. Il te demande vraiment d'être d'accord avec ça? Il n'arrête pas de dire que c'est une question de famille et que je dois être compréhensive et mature. Suzanne, c'est la chose la plus insensée que j'ai jamais entendue. Tu ne dois rien à aucun de ces gens. Ni à ton ex-fiancé infidèle, ni à ta sœur traîtresse. Et certainement pas à tes parents qui sont plus préoccupés d'éviter les situations gênantes que de soutenir leur fille qui vient d'avoir le cœur brisé. Entendre quelqu'un valider mes sentiments fut comme une bouée de sauvetage. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, je ne me sentais pas folle d'être en colère. Qu'est-ce que je fais, Jess? Tu t'éloignes de tous, et tu recommences ta vie quelque part qui n'est pas empoisonnée par leur toxicité. Elle avait raison. Il ne me restait rien ici que de la manipulation, des tentatives de culpabilisation et l'attente que je souris et fasse comme si tout allait bien. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à élaborer un plan qui allait tout changer. Le plan commença à se former alors que j'étais assise dans ma maison vide, entourée de classeurs de planification de mariage et de photos de fiançailles qui me semblaient maintenant des preuves de ma propre stupidité. J'avais construit toute ma vie d'adulte autour de Michael et de notre avenir ensemble, mon travail à l'agence de marketing locale, notre maison, nos comptes bancaires partagés, notre groupe d'amis qui était en réalité son groupe d'amis. Tout était entremêlé avec lui et, par extension, avec ma famille. Mais voici ce que ma famille ne savait pas. Je n'étais pas aussi impuissante qu'il le pensait. Voyez-vous, pendant que Michael était occupé par son travail de comptable et sa liaison secrète, j'avais tranquillement construit quelque chose de mon côté. Au cours des 2 dernières années, j'avais effectué des travaux de marketing numérique freelance le week-end et le soir, initialement juste pour économiser de l'argent supplémentaire pour le mariage. Mais l'entreprise secondaire avait pris plus d'ampleur que je ne l'avais prévu, et j'avais maintenant des clients dans tout le pays qui me payaient très bien pour des campagnes sur les réseaux sociaux et la conception de sites web. J'avais gardé l'argent sur un compte séparé que Michael ignorait, prévoyant de le surprendre avec un acompte pour une maison plus grande après notre mariage. Le compte contenait actuellement environ 45 000 $. J'avais aussi quelque chose d'autre que ma famille ignorait, une offre d'emploi à San Francisco que j'avais reçue il y a 3 semaines. L'entreprise m'avait trouvé grâce à mon travail de freelance et m'avait proposé un poste de responsable du marketing numérique avec un salaire qui était presque le double de ce que je gagnais dans l'Ohio. J'avais refusé parce que Michael ne voulait pas quitter son cabinet, et je pensais qu'être une fiancée solidaire signifiait privilégier sa carrière à la mienne. Comme j'avais été naïve. J'ai rappelé l'entreprise cet après-midi-là, priant qu'ils n'aient pas encore pourvu le poste. À mon soulagement, ils étaient toujours intéressés et prêts à attendre 2 semaines pour que je déménage.
En fait, ai-je dit au responsable du recrutement, je pourrais commencer en une semaine si cela vous arrange mieux. Ce serait fantastique. Nous vous enverrons les documents par email aujourd'hui. Juste comme ça, j'avais une porte de sortie. L'étape suivante était plus difficile, trouver comment me démêler financièrement de Michael sans qu'il sache ce que je planifiais. Notre maison était en copropriété, mais j'avais versé la compte initiale avec de l'argent de mon héritage lorsque ma grand-mère était décédée. Mon avocat m'avait conseillé de conserver la documentation de cela, juste au cas où. Maintenant, j'étais reconnaissante de sa prudence. J'ai passé la soirée à examiner les dossiers financiers et à faire des listes. Le nom de Michael était sur l'hypothèque, mais la plupart des meubles venaient de mon appartement avant que nous n'emménagions ensemble. La voiture que je conduisais était uniquement à mon nom. Notre compte courant commun avait environ $8 000, ce qui représentait la plupart de ma contribution puisque je payais les factures du ménage pendant qu'il économisait pour ce que je pensais être les dépenses du mariage. Les dépenses du mariage. J'ai saisi le dossier de reçu et de contrat, mes mains tremblantes en réalisant ce que je regardais. Chaque paiement de fournisseur était venu de mes comptes. L'acompte du lieu, le traiteur, le groupe, les fleurs, le photographe. J'avais tout payé pendant que Michael avait soi-disant économisé son argent pour notre lune de miel et les futures améliorations de la maison. J'avais financé ma propre humiliation. Mais cela me donna une idée qui me fit sourire pour la première fois en 2 jours. Le lendemain matin, j'ai commencé à téléphoner. D'abord au lieu. Bonjour, c'est Suzanne Mitchell. J'ai un mariage réservé pour le mois prochain et je dois discuter de quelques changements. Bien sûr, mademoiselle Mitchell. Comment puis-je vous aider? Je dois annuler l'événement. Je discuterai avec mon avocat de la récupération de l'acompte puisque l'annulation est due à des circonstances atténuantes. J'ai utilisé la même approche avec chaque fournisseur, professionnel, factuel, et juste assez vague sur les circonstances pour qu'il suppose qu'il pourrait y avoir des complications juridiques s'ils ne coopéraient pas. La plupart d'entre eux ont accepté de rembourser au moins la moitié de mes acomptes, surtout lorsque j'ai mentionné que le marié avait eu une liaison avec un membre de la famille. À la fin de la journée, j'avais récupéré environ $12 000 en acompte. Pas tout, mais assez pour financer mon déménagement en Californie avec de l'argent restant. J'ai également fait quelque chose qui me semblait mesquin, mais satisfaisant. J'ai annulé les vols et les réservations d'hôtels pour la lune de miel qui était à mon nom, récupérant $3 000 supplémentaires en crédit de voyage. Michael n'avait aucune idée de tout cela. Pour autant qu'il le sache, j'étais à la maison, pensant mon cœur brisé, et finissant par accepter la situation. Il m'avait envoyé quelques messages comme « Il faut qu'on parle ». Et « Je sais que tu es blessé, mais on peut s'en sortir ». Mais je n'avais pas répondu. Qu'ils pensent que je m'effondrais. Qu'ils pensent tous que j'allais simplement disparaître tranquillement et les laisser avoir leur petite famille heureuse. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. La veille de mon départ pour San Francisco, j'ai décidé d'assister à la fête de fiançailles improvisée de Rachel. Oui, vous avez bien entendu. 3 jours après avoir détruit ma vie, mes parents avaient organisé une fête de fiançailles pour Rachel et Michael. L'ironie leur avait apparemment échappé. J'ai reçu l'invitation par SMS de ma mère, petite réunion de famille ce soir à 18h pour célébrer les fiançailles de Rachel et Michael. J'espère que tu viendras nous montrer ton soutien. Cela signifierait beaucoup pour Rachel. J'ai failli ne pas y aller. Une partie de moi voulait juste disparaître sans un mot et les laisser découvrir plus tard que j'étais parti. Mais il y avait quelque chose que je devais faire en premier. Et cette fête offrait l'occasion parfaite. J'ai passé 1 heure à me préparer, choisissant ma tenue avec soin. J'ai porté la robe rouge qui avait toujours été la préférée de Michael, celle qu'il m'avait achetée pour mon anniversaire l'année dernière. J'ai fait mes cheveux et mon maquillage avec un soin particulier, m'assurant d'avoir l'air confiante et indomptée. Quand je suis entré dans la maison de mes parents à exactement 18h, la pièce est devenue silencieuse. Rachel et Michael étaient assis côte à côte sur le canapé, sa main posée sur son ventre encore plat dans un geste probablement destiné à paraître protecteur et maternel. Mes parents s'affairaient avec des boissons et des amuse-gueules, jouant les hôtes parfaits. « Suzanne », dit maman, sa voix exagérément joyeuse de soulagement. « Je suis si contente que tu sois venue. Cela signifie tellement pour nous tous. » J'ai souri et les serré dans mes bras, jouant le rôle de la sœur gracieuse qui avait accepté la situation. Je ne l'aurais manqué pour rien au monde, dis-je. Après tout,
ce n'est pas tous les jours que votre sœur se fiance avec votre ex-fiancé. Il y eut un rire inconfortable de papa, qui ne semblait pas savoir si j'étais sincère ou sarcastique. Je me suis dirigé vers Rachel et Michael, qui semblaient tous deux nerveux quant à ma réaction. Rachel s'est levée maladroitement comme si elle ne savait pas si elle devait me serrer dans ses bras ou s'enfuir. « Félicitations, dis-je en l'embrassant chaleureusement. Tu dois être si excité par le bébé. »« Merci, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. »« Suzanne, je suis tellement désolé de la façon dont cela s'est passé. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. »« Mais c'est allé aussi loin, dis-je, ma voix douce mais claire. Et maintenant tu vas être maman. C'est une grande responsabilité. » Je me suis tourné vers Michael, qui me regardait avec un mélange de culpabilité et de confusion. Il ne s'était clairement pas attendu à ce que je sois si calme. « Michael, dis-je, tendant la main pour lui serrer la main comme si nous nous rencontrions pour la première fois. J'espère que vous serez très heureux ensemble. » Il prit ma main avec prudence. « Suzanne, je veux que tu saches que je n'ai jamais prévu que cela arrive. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu m'as fait du mal, dis-je, toujours souriante. Tu m'as fait beaucoup de mal. Mais ce n'est pas grave parce que parfois, les gens ont besoin d'être blessés avant de pouvoir voir clairement. Qu'est-ce que tu veux dire, demanda Rachel, se rasseyant et tirant Michael à côté d'elle. Je veux dire que toute cette situation m'a aidé à réaliser certaines choses importantes sur ma vie et ce que je veux pour mon avenir. Je fouillai dans mon sac à main et en sortis un sac cadeau que j'avais soigneusement préparé. Je vous ai apporté quelque chose pour vos fiançailles. Le visage de Rachel s'illumina en prenant le sac, pensant probablement que c'était un signe que j'étais prête à pardonner et à oublier. Elle y plongea la main et en sortit un épais dossier. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en l'ouvrant et en parcourant les papiers à l'intérieur. « Ce sont des copies de tous les reçus de notre mariage, dis-je, ma voix toujours douce et calme. Le lieu, le traiteur, les fleurs, le groupe, le photographe. Tout ce que j'ai payé quand je pensais épouser Michael. » Le visage de Rachel devint pâle en réalisant ce qu'elle regardait. Michael se pencha pour lire les papiers, son expression passant de la confusion à la panique. « Le total s'élève à environ 38 000 $, continuai-je. Puisque vous vous mariez maintenant, j'ai pensé que vous voudriez peut-être utiliser les mêmes fournisseurs. Bien sûr, vous devrez tout payer vous-même cette fois. » La pièce était devenue complètement silencieuse. Mes parents restaient figés près du comptoir de la cuisine, réalisant apparemment que cette conversation ne se déroulait pas comme ils l'avaient prévu. « Suzanne, dit Michael lentement. Qu'est-ce que tu dis ? » Je dis que j'ai tout annulé et récupéré les acomptes que je pouvais, mais la plupart de l'argent est parti et vous devrez tout recommencer si vous voulez avoir un mariage. Tu as annulé notre mariage ? La voix de Rachel était à peine un murmure. J'ai annulé mon mariage, corrigeai-je. Le mariage que j'ai planifié et payé avec l'homme que je pensais m'aimer. Michael et toi êtes libres de planifier votre propre mariage avec votre propre argent. Suzanne, c'est ridicule, dit papa, retrouvant enfin sa voix. Tu ne peux pas tout annuler par dépit. Je ne fais pas cela par dépit, dis-je, me tournant pour lui faire face. Je fais cela parce que j'ai payé pour un mariage entre Michael et moi. Puisque cela n'arrive plus, il n'y a aucune raison pour que je continue à financer un événement auquel je n'assisterai pas. Mais les acomptes, dit maman d'une voix faible. Tout cet argent ? Oui, c'est dommage pour l'argent, mais je suis sûr que Rachel et Michael seront heureux de me rembourser ce que j'ai perdu. Après tout, ce sont eux qui ont bénéficié de la situation qui a rendu l'annulation nécessaire. Je regardais leur visage choqué, ressentant une satisfaction que je n'avais pas éprouvée depuis des jours. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, c'était moi qui contrôlais. Il y a une dernière chose, dis-je, replongeant la main dans mon sac à main et en sortant une enveloppe. Ceci est pour vous, maman et papa. Papa prit l'enveloppe avec des mains tremblantes et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier avec un bref message que j'avais imprimé ce matin-là. « Qu'est-ce qu'il dit » demanda maman. Papa le lut à voix haute, sa voix à peine audible, « Merci de m'avoir montré que le sang ne signifie pas toujours la famille, et que la famille ne signifie pas toujours le soutien. Je me souviendrai de cette leçon pour le reste de ma vie. Ne me contactez plus à moins que vous ne soyez prêt à vous excuser d'avoir choisi le bonheur de ma sœur au détriment de mon bien-être. » Suzanne, j'ai attrapé mon sac à main et me suis dirigé vers la porte, les laissant tous assis dans un silence stupéfait.
Où vas-tu? Appela Rachel derrière moi. Je me retournai une dernière fois, leur adressant à tous un sourire à la fois triste et satisfait. Je vais construire une vie avec des gens qui m'apprécient vraiment, dis-je. Bonne chance avec tout. Et puis je suis sorti de cette maison et de leur vie sans aucune intention de regarder en arrière. Ce que je ne savais pas, c'est que ma vraie vengeance ne faisait que commencer. 3 mois plus tard, alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à San Francisco, le premier appel téléphonique désespéré arriva. J'étais dans mon magnifique nouvel appartement avec vue sur la baie, sirotant un café et examinant les rapports trimestriels de mes campagnes de marketing florissantes lorsque mon téléphone sonna avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Suzanne, la voix était tremblante, à peine reconnaissable. C'était ma mère. « Comment as-tu eu ce numéro ?» demandai-je, sans me soucier des amabilités. « J'ai dû appeler ton ancienne entreprise. Ils m'ont donné ton numéro de travail et je les ai convaincus que c'était une urgence familiale. » Sa voix se brisa sur le mot urgence. « Suzanne, il faut qu'on parle. Les choses ont vraiment mal tourné ici. » J'ai failli raccrocher à ce moment-là. Après 3 mois de silence béat de la part de ma famille, j'avais commencé à croire qu'ils avaient compris le message. Apparemment non. Quel genre de mal, demandai-je, bien que je ne sache pas pourquoi j'encourageais cette conversation. C'est à propos de l'argent, Suzanne. L'argent du mariage. Rachel et Michael, ils ne peuvent pas rembourser ce que tu as perdu à cause des annulations. Ils n'ont pas ce genre d'économie, et avec le bébé qui arrive, ils ont vraiment des difficultés financières. Je posai ma tasse de café avec précaution, traitant ce qu'elle disait. Et c'est mon problème. Comment exactement? Suzanne, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais Rachel est ta sœur. Elle fait des crises de panique à cause de la dette. Le stress n'est pas bon pour le bébé. L'audace était à couper le souffle. Ma sœur m'avait volé mon fiancé. Mes parents avaient choisi son camp, et maintenant ils voulaient que je règle les conséquences financières de leur choix. Maman, assure-toi que je comprends bien. Rachel et Michael ont détruit ma vie. Vous les avez tous soutenus en le faisant et maintenant vous voulez que je paie pour leur mariage parce qu'ils n'ont pas les moyens de nettoyer leur propre désordre. Ce n'est pas comme ça, Suzanne. Nous pensions juste que tu pourrais nous aider juste cette fois. La famille est de la famille. Où était cette philosophie quand j'avais besoin d'aide il y a 3 mois, demandai-je. Où était le soutien familial quand j'étais humilié et trahi? Nous essayions de soutenir tout le monde, Suzanne. C'était une situation compliquée. Ce n'était pas compliqué du tout, maman. C'était très simple. Ma sœur m'a trahi et tu l'as choisi plutôt que moi. Maintenant vous vivez avec les conséquences. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre, mais je savais que ce n'était pas fini. Il n'abandonnerait pas si facilement. Bien sûr, les appels ont continué. Différents numéros, différents membres de la famille, mais toujours le même message. Suzanne, tu dois arranger ça. Suzanne, pense au bébé. Suzanne, ne sois pas égoïste. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous car croyez-moi, vous ne vous y attendrez pas. J'ignorais chaque appel et supprimais chaque message vocal sans écouter. Mais alors, quelque chose se produisit qui changea tout. J'ai reçu un appel d'un numéro que je reconnaissais, Derek, l'ex-petit ami de Rachel. Suzanne, j'espère que ce n'est pas grave si j'appelle. J'ai eu ton numéro par ton ancienne collègue Jessica. Derek, tout va bien? J'ai quelque chose à te dire sur Rachel et Michael. Quelque chose qu'ils ne veulent pas que personne sache. Mon sang se glaça. Quel genre de quelque chose? On peut se rencontrer en personne? Je suis en fait à San Francisco pour le travail cette semaine. Je sais que c'est bizarre, mais je pense que tu mérites de savoir la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Nous nous sommes rencontrés le lendemain soir dans un restaurant tranquille de mon quartier. Derek avait l'air fatigué et plus âgé que dans mes souvenirs. Comme si les derniers mois l'avaient vieilli de plusieurs années. Je me suis demandé si je devais te dire cela, dit-il après que nous ayons commandé des boissons. Mais en voyant comment ils t'ont traité et en voyant comment ta famille s'attend à ce que tu t'occupes de tout maintenant, je ne peux plus me taire. Dis-moi quoi, Derek? Il prit une profonde inspiration. Rachel n'était pas enceinte quand elle a fait cette annonce chez tes parents. Je le fixais, ne comprenant pas.
Qu'est-ce que tu veux dire? Elle n'était pas encore enceinte. Elle et Michael avaient bien eu une liaison comme elle l'a dit, mais il n'y avait pas de bébé. Elle a inventé ça pour forcer la situation et s'assurer que Michael te quitterait pour elle. Le restaurant sembla tourner autour de moi. Mais elle est enceinte maintenant, n'est-ce pas? Je veux dire, cela fait 3 mois. Derek hocha la tête d'un air sombre. Elle l'est maintenant, mais pas à ce moment-là. Elle était terrifiée que Michael hésite à te quitter, surtout après qu'il t'ait vu si dévasté. Alors, elle a menti sur sa grossesse pour le piéger. Comment sais-tu tout ça? Parce qu'elle m'a dit qu'elle était ivre il y a environ 1 mois et m'a appelé en pleurant, se sentant coupable. Elle a dit qu'elle essayait de tomber enceinte pour de vrai depuis cette nuit-là, et elle a finalement réussi il y a environ 6 semaines. J'ai eu mal au cœur. La grossesse autour de laquelle toute ma famille s'était ralliée, le bébé innocent qui avait rendu mes sentiments insignifiants, n'avait même pas existé quand ils ont détruit ma vie. Michael est au courant. Je ne pense pas. Et voici le truc, Suzanne. Je pense qu'elle ne m'a dit ça que parce qu'elle commence à réaliser dans quoi elle s'est fourrée. Michael n'est pas le gars qu'elle pensait être. Qu'est-ce que tu veux dire? Derek hésita, puis se pencha en avant, il est possessif, vraiment possessif. Il l'a isolée de tous ses amis, surveille ses dépenses et l'a convaincue qu'elle ne peut pas travailler pendant qu'elle est enceinte. Elle est pratiquement piégée dans cette maison sans argent et sans indépendance. J'aurais dû me sentir satisfaite d'entendre que ma sœur était malheureuse. Mais au lieu de cela, je me sentais juste vide. Rien de tout cela ne changeait ce qu'il m'avait fait, mais cela expliquait pourquoi ma famille était soudainement si désespérée de mon aide. Il y a autre chose, continua Derek, à propos de la situation financière. C'est pire que ce qu'ils te disent. À quel point pire? Michael a démissionné il y a 2 semaines. Il a dit qu'il voulait lancer son propre cabinet comptable, mais il n'a pas encore eu de clients. Ils ont du retard sur l'hypothèque, et Rachel a peur qu'ils perdent la maison. Ma maison? La maison que j'avais aidé à acheter avec l'argent de mon héritage. Derek fouilla dans sa veste et en sortit une enveloppe. Rachel m'a demandé de te donner ça si jamais je te revoyais. Elle l'a écrit il y a environ 1 mois, mais elle avait trop peur de l'envoyer. J'ai pris l'enveloppe avec des mains tremblantes, mais ne l'ai pas ouverte immédiatement. Derek, pourquoi me dis-tu tout ça? Qu'est-ce que tu attends de moi? Il regarda ses mains, je veux que tu saches que tu as échappé belle. Michael n'est pas un homme bien. Et Rachel, ce n'est pas la sœur que tu pensais qu'elle était. Mais surtout, je voulais te prévenir qu'il prévoit quelque chose. Quel genre de quelque chose? Ta mère a parlé de venir à San Francisco pour te voir en personne. Elle pense que si elle peut juste t'expliquer la situation en face à face, tu rentreras à la maison et tu les aideras à sortir de ce pétrin. L'idée que ma mère se présente à mon appartement, perturbant la vie paisible que je m'étais construite, me donna la nausée. Quand? Bientôt, peut-être cette semaine. J'ai remercié Derek pour l'avertissement et la lettre, et nous nous sommes séparés. De retour dans mon appartement, je suis resté longtemps à fixer l'enveloppe avant de l'ouvrir enfin. La lettre de Rachel faisait 5 pages de confession tachées de larmes et de supplications désespérées. La lire, c'était comme regarder quelqu'un se noyer lentement dans les conséquences de ses propres choix. Suzanne, je sais que tu me détestes probablement et je ne t'en veux pas. J'essaie d'écrire cette lettre depuis des semaines, mais je n'arrête pas de la jeter parce que rien de ce que je dis ne peut compenser ce que je t'ai fait. Mais Derek dit que je devrais te dire la vérité sur tout. Alors, voilà. Tu avais raison à propos de Michael. Il n'est pas celui que je pensais qu'il était. Il n'est pas celui que nous pensions qu'il était. Depuis que nous nous sommes mariés, oui, nous avons eu un mariage rapide au tribunal parce qu'il a dit que nous devions officialiser les choses pour le bébé, il est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Il contrôle tout, où je vais, à qui je parle, ce que je dépense. Il m'a fait quitter mon travail à la boutique parce qu'il a dit que les femmes enceintes ne devraient pas travailler. Mais ensuite, il a aussi quitté son travail, disant qu'il allait lancer sa propre entreprise. Sauf qu'il passe la plupart de ses journées à jouer aux jeux vidéo et à se mettre en colère quand je lui demande de l'argent. Nous avons 3 mois de retard sur les paiements de la maison tes paiements de la maison parce que je sais que tu as versé la compte avec l'argent de grand-mère Hélène. Il n'arrête pas de dire qu'il va s'en sortir, mais je pense que nous allons tout perdre. Le pire, c'est que je commence à comprendre pourquoi il a pu te tromper si facilement. Il ment sur tout.
de petites choses, de grandes choses, des choses qui n'ont même pas d'importance. Je le prends constamment en flagrant délit de mensonge. Et quand je l'affronte, il me fait passer pour une folle de le questionner. Maman et papa n'arrêtent pas de me demander si tu as appelé, si tu as proposé d'aider. Ils ne comprennent pas que c'est notre désordre à nettoyer, pas le tien. Mais j'ai peur, Suzanne. J'ai peur pour le bébé et l'argent et d'être coincé avec quelqu'un que je réalise que je n'aime pas vraiment. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Je sais que tu ne voudras probablement jamais me revoir. Mais s'il y a une partie de toi qui se soucie encore de ta stupide petite sœur, s'il te plaît, appelle-moi. Non pas pour nous donner de l'argent ou régler nos problèmes, mais juste pour parler. Tu me manques tellement que ça fait physiquement mal. Je suis désolé ne suffit pas, mais je suis désolé quand même pour tout. Rachel. J'ai lu la lettre 3 fois, ressentant un mélange complexe de colère, de tristesse et de quelque chose qui aurait pu être de la pitié. Elle voyait enfin le vrai caractère de Michael, mais c'était trop tard. Elle avait brûlé tous les ponts pour l'atteindre, et maintenant elle était piégée. Une partie de moi voulait l'appeler. L'instinct de grande sœur qui m'avait été inculqué depuis l'enfance me criait que ma petite sœur avait besoin d'aide. Mais la partie rationnelle de mon cerveau, la partie qui avait été renforcée par 3 mois d'indépendance et de succès, me rappela que Rachel avait fait ses choix en pleine connaissance des conséquences. Je débattais encore de ce qu'il fallait faire lorsque le portier de mon immeuble appela pour me faire savoir que j'avais une visiteuse. Suzanne, il y a une femme ici nommée Diane Mitchell. Elle dit qu'elle est votre mère. Mon cœur se serra. Derek avait eu raison sur le timing. Dites-lui que je ne suis pas disponible, dis-je. Elle dit qu'elle ne partira pas tant qu'elle ne vous aura pas parlé. Elle est assise dans le hall depuis 2 heures. Je regardai par ma fenêtre et vis une voiture familière dans la zone de stationnement des visiteurs. Elle avait conduit 16 heures depuis l'Ohio pour me tendre une embuscade en personne. 20 minutes plus tard, on frappa à ma porte. J'ouvris et trouvai ma mère debout dans le couloir, l'air plus âgé et plus fatigué que je ne l'avais jamais vue. « Bonjour, Suzanne, dit-elle doucement. Comment êtes-vous montée ici ? J'ai dit à une autre résidente que j'étais votre mère et que j'étais inquiète pour vous. Elle m'a laissé entrer. Je restai dans l'embrasure de la porte, ne l'invitant pas à entrer. Que voulez-vous, maman ? Je veux parler à ma fille. Je veux comprendre pourquoi vous punissez toute votre famille parce que vous êtes en colère contre Rachel et Michael. Je ne punis personne. Je vis ma vie. Une vie qui n'inclut pas votre famille, Suzanne. Cela a assez duré. Rachel est enceinte et en difficulté. Votre père a des douleurs thoraciques à cause du stress et je n'ai pas dormi correctement depuis des semaines. Quand cela va-t-il se terminer ? Cela se termine quand vous cesserez de vous attendre à ce que je répare des problèmes que je n'ai pas créés, dis-je. Elle regarda au-delà de moi dans mon appartement, observant les meubles modernes et la vue imprenable. Vous avez bien réussi ici. Oui, j'ai réussi. Votre entreprise m'a appelé, vous savez, quand j'essayais d'obtenir votre numéro. Ils ont parlé très favorablement de vous. Ils ont dit que vous étiez l'une de leurs meilleures employées. Je n'étais pas sûr où elle voulait en venir. Ils ont également mentionné que vous avez reçu un bonus de signature substantiel et que votre salaire est assez impressionnant. Et voilà. Elle n'était pas venue s'excuser ou se réconcilier. Elle était venue évaluer ma situation financière et déterminer combien d'argent elle pouvait me faire envoyer à la maison par culpabilité. Maman, si vous êtes ici pour me demander de l'argent, vous pouvez faire demi-tour et retourner en Ohio dès maintenant. Je ne demande pas d'argent, Suzanne. Je demande le soutien familial. Il y a une différence. Non, il n'y en a pas. Pas dans cette situation. Votre sœur est enceinte et effrayée. Son mari échoue dans tout ce qu'il entreprend. Ils sont sur le point de perdre leur maison. Comment pouvez-vous rester assise ici dans ce bel appartement et ne pas vous en soucier ? De la même manière que vous êtes tous restés assis dans votre maison il y a 3 mois et avez regardé ma vie s'effondrer pendant que vous me disiez d'être solidaire et mature. C'était différent. Comment ? Comment c'était différent ? Elle resta silencieuse un long moment. Parce qu'il s'agit d'un bébé innocent. Non, maman. Il s'agit des conséquences de choix. Rachel a choisi d'avoir une liaison avec mon fiancé. Michael a choisi de me quitter pour elle. Papa et toi avez choisi de les soutenir au lieu de moi. Maintenant,
vous devez tous vivre avec ces choix. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a tendu la main pour m'arrêter. Suzanne, s'il te plaît. Je sais que nous avons mal géré les choses avant. Je sais que nous aurions dû être plus solidaires envers toi, mais nous ne pouvons pas changer le passé. Nous ne pouvons qu'essayer de faire mieux à l'avenir. Tu as raison. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux le reconnaître. Tu peux t'en excuser. Tu peux admettre que tu m'as laissé tomber quand j'avais le plus besoin de toi. D'accord. Je suis désolé. Nous sommes tous désolés. Est-ce suffisant? Pouvons-nous passer à autre chose maintenant? La désinvolture avec laquelle elle a lancé ses excuses comme si c'était juste une case à cocher pour que nous puissions passer aux choses sérieuses de mon sauvetage de tout le monde m'a fait bouillir le sang. Non, maman. Ce n'est pas suffisant. Et je ne passerai à autre chose que lorsque vous aurez tous compris comment être une famille qui se soutient mutuellement au lieu de simplement attendre d'une personne qu'elle se sacrifie pour le bien de tous les autres. Alors, qu'est-ce que tu dis? Que tu ne reviendras jamais à la maison. Que tu vas nous couper les ponts pour toujours? Je dis que je construis une vie où les gens m'apprécient pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour eux. Si vous voulez faire partie de cette vie, vous devez comprendre comment être le genre de personne qui le mérite. J'ai fermé la porte, laissant ma mère debout dans le couloir. Par le Judas, je l'ai regardé rester là pendant plusieurs minutes avant de s'éloigner enfin. Je pensais que ce serait la fin. J'avais tort. Le harcèlement a commencé le lendemain, non pas de ma mère, mais de Michael. Cela a commencé par des messages textes de numéros que je ne reconnaissais pas, tous disant des variantes de la même chose, c'est Michael. S'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle de Rachel et du bébé. Quand j'ai bloqué ces numéros, il a commencé à appeler mon téléphone professionnel. Mon assistante, Maria, est entrée dans mon bureau, l'air confuse. Suzanne, il y a un homme en ligne qui dit être votre beau-frère et que c'est une urgence familiale. Dois-je le passer? Non, dis-je fermement. Et s'il rappelle, dites-lui qu'il doit passer par notre service juridique s'il a des affaires officielles avec moi. Mais Michael ne s'est pas laissé décourager. Le lendemain, il a réussi à obtenir mon adresse email personnelle et m'a envoyé un long message intitulé « S'il te plaît, lis ceci. C'est à propos de la santé de Rachel. Suzanne, je sais que tu ne veux pas entendre parler de moi, mais le médecin de Rachel est préoccupé par son niveau de stress. Elle a des crises d'anxiété qui affectent le développement du bébé. Le médecin dit que la résolution des conflits familiaux pourrait considérablement améliorer son état. Je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai blessé de la pire façon possible. Mais quelle que soit la colère que tu as envers moi, s'il te plaît, ne la décharge pas sur Rachel et le bébé innocent qu'elle porte. Nous ne te demandons pas de nous pardonner ou d'oublier ce qui s'est passé. Nous te demandons simplement de nous aider à traverser cette période difficile financièrement afin que Rachel puisse se concentrer sur une grossesse en bonne santé. Si tu nous prêtes l'argent pour rattraper les paiements de la maison et couvrir certaines dépenses médicales, nous te rembourserons avec des intérêts dès que mon entreprise décollera. J'ai plusieurs clients potentiels intéressés par mes services. S'il te plaît, Suzanne, je t'en supplie. Pas pour moi, mais pour Rachel et ta future nièce ou neveu. La manipulation était si évidente qu'elle en était presque insultante, utiliser la santé du bébé pour me culpabiliser de financer leur mode de vie pendant que Michael jouait à l'entrepreneur au lieu de trouver un vrai travail. J'ai transféré l'email à mon avocate, Amanda, que j'avais engagée pour m'aider à gérer la séparation financière d'avec Michael. Elle m'a appelé dans l'heure. Suzanne, cet email est essentiellement du harcèlement. Il utilise la manipulation émotionnelle pour essayer de vous extorquer de l'argent. Voulez-vous demander une ordonnance de restriction? Pas encore, dis-je. Voyons jusqu'où ils sont prêts à aller. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour le savoir. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Derek à nouveau. Suzanne, je pense que tu devrais savoir que Michael dit aux gens que tu es pleine d'argent et que tu refuses d'aider ta sœur enceinte par dépit. Quels gens? Tout le monde. Amis communs, famille élargie, gens à l'église. Il te dépeint comme une personne froide et sans cœur qui est devenue riche et a abandonné sa famille. L'assassinat de caractère commençait. Je n'étais pas surprise, mais j'étais déçue que ma propre famille permette que cela se produise. Il y a plus, continua Derek. Il a aussi demandé de l'argent aux gens, utilisant la grossesse de Rachel comme levier. Il a dit à ta tante Martha que tu avais promis d'aider,
mais que tu avais ensuite changé d'avis. Et maintenant, ils sont désespérés. Tante Martha était la sœur de mon père, une femme douce qui avait toujours été gentille avec moi. L'idée que Michael lui mente pour obtenir de l'argent me rendit furieuse. Combien lui a-t-il pris? 2000 $. Elle a mis en gage sa bague de mariage pour l'obtenir. Ce fut la goutte d'eau. Michael était passé du harcèlement à mon égard à l'escroquerie de membres âgés de la famille en utilisant des mensonges sur mon implication. J'ai rappelé Amanda et lui ai dit que je voulais intenter une action en justice pour harcèlement et fraude. Mais avant que nous puissions déposer quoi que ce soit, la situation a encore dégénéré. Je travaillais tard dans mon bureau quand Maria m'a averti que des personnes étaient dans le hall et demandaient à me voir. Quel genre de personnes? Une femme enceinte et un homme. Ils s'éclaircissent la gorge, disent qu'ils sont votre sœur et votre beau-frère et que c'est urgent. Ils avaient pris l'avion pour San Francisco. Enceinte. Rachel avait pris l'avion pour me confronter en personne. Dites à la sécurité de ne pas les laisser monter. S'ils ne partent pas volontairement, faites-les escorter. Mais 20 minutes plus tard, Maria rappela. Suzanne, ils refusent de partir. La femme pleure et dit qu'elle a des complications de grossesse et qu'elle a besoin de vous parler des dépenses médicales. La sécurité ne veut pas expulser de force une femme enceinte. J'ai regardé par la fenêtre de mon bureau et je les ai vus dans le hall en bas. Rachel avait vraiment l'air mal, pâle et mince malgré sa petite bosse de bébé. Michael faisait les 100 pas à côté d'elle, gesticulant avec colère vers l'agent de sécurité. Contre mon meilleur jugement, je suis descendu. « Qu'est-ce que vous faites ici, Rachel ?» demandai-je en m'approchant d'eux. Elle leva les yeux vers moi avec des yeux rouges et gonflés. « Suzanne, Dieu merci. Il faut qu'on parle. S'il te plaît, juste 5 minutes. Vous avez traversé le pays pour me demander de l'argent. Nous avons traversé le pays parce que notre famille s'écroule, et vous êtes la seule à pouvoir arranger les choses, dit Michael, sa voix tendue par une colère à peine contenue. Je ne fais plus partie de la famille, vous vous souvenez? Vous l'avez clairement fait savoir quand vous vous êtes choisis l'un l'autre plutôt que moi. Suzanne, s'il te plaît, dit Rachel, luttant pour se lever de la chaise du hall. Je sais que nous t'avons fait du mal. Je sais que nous ne méritons pas ton aide, mais j'ai peur. Le médecin dit que je dois réduire mon niveau de stress, sinon il pourrait y avoir des complications avec le bébé. Et le stress est principalement lié à l'argent et à la perte de la maison. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de détruire votre relation avec la seule personne de la famille qui avait la stabilité financière pour aider en cas d'urgence. Michael s'avança, le visage rougi. Tu sais quoi, Suzanne? Je suis content que cela soit arrivé. Je suis content d'avoir découvert quel genre de personne tu es vraiment avant que nous ne nous marions. Tu es égoïste et vindicative, et tu ne m'as clairement jamais aimé du tout. Si tu peux regarder ma femme souffrir comme ça. Sa femme. La façon désinvolte avec laquelle il l'a dit, comme si Rachel avait toujours été sa femme, et que j'étais juste un obstacle qu'ils avaient dû surmonter, a fait que quelque chose a craqué en moi. Tu as raison, Michael. Je suis contente que cela soit arrivé aussi, car maintenant je sais que l'homme que je pensais aimer était en fait un sociopathe menteur. Tricheur et manipulateur qui préférerait escroquer des proches âgés plutôt que de trouver un vrai travail pour subvenir aux besoins de sa femme enceinte. De quoi parles-tu? Je suis au courant pour l'argent de tante Martha. Je sais que tu as dit aux gens que j'avais promis d'aider et que j'ai ensuite changé d'avis. Je sais que tu utilises la grossesse de Rachel pour extorquer de l'argent à quiconque veut bien t'écouter. Rachel semblait confuse. Quel argent de tante Martha? Le visage de Michael devint blanc. Je ne sais pas de quoi elle parle. 2000 $, Rachel. Il lui a dit que j'avais promis d'aider, mais que j'avais changé d'avis. Alors, elle a mis en gage sa bague de mariage pour vous aider. Rachel se tourna pour fixer Michael, la bouche ouverte. Tu m'as dit que cet argent venait de tes allocations chômage. C'est ce qu'il a fait. J'ai juste. Tu m'as encore menti. La voix de Rachel était calme mais mortelle. Rachel, laisse-moi t'expliquer. Non. Elle se leva, chancelante, une main sur son ventre. J'en ai assez des mensonges, Michael. J'en ai assez de tout ça. Elle me regarda, des larmes coulant sur son visage. Suzanne, je suis désolé. Je suis désolé pour tout ce que nous t'avons fait subir,
et je suis désolé d'être venu ici et d'avoir essayé de te manipuler pour que tu arranges notre désordre. Tu ne nous dois rien. Sur ce, elle sortit du bâtiment, laissant Michael la regarder avec stupeur. Il se retourna vers moi, le désespoir remplaçant la colère dans ses yeux. Suzanne, tu ne peux pas la laisser partir comme ça. Elle est enceinte. Elle est émotive. Elle ne pense pas clairement. Elle pense plus clairement qu'elle ne l'a fait depuis des mois, dis-je. Peut-être devrais-tu essayer de temps en temps. C'est entièrement ta faute, dit-il, sa voix montant. Si tu nous avais juste aidés comme la famille est censée le faire, rien de tout cela ne serait arrivé. Non, Michael. C'est arrivé parce que tu es un menteur et un tricheur qui pensait pouvoir se sortir des conséquences de ses choix par la manipulation. Rachel te voit enfin tel que tu es vraiment. Elle reviendra. Elle n'a nulle part où aller. En fait, dis-je, sortant mon téléphone. Elle en a un. J'ai appelé Derek qui a répondu immédiatement. Derek, c'est Suzanne. Rachel est à l'aéroport de San Francisco et elle a besoin d'un ami. Peux-tu la récupérer? Bien sûr. Elle va bien? Elle ira bien. J'ai raccroché et j'ai regardé Michael une dernière fois. Ta femme va rester avec Derek jusqu'à ce qu'elle décide de ce qu'elle veut faire ensuite. Je te suggère d'utiliser ce temps pour décider quel genre d'homme tu veux être parce que celui que tu prétendais être ne fonctionne plus. La sécurité l'a escorté hors du bâtiment et je suis retourné à mon bureau pour appeler mon avocate. Il était temps de s'assurer que Michael ne me harcèle plus jamais moi ou ma famille. Mais la vraie surprise était encore à venir. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Suzanne, c'est Rachel. Je ne m'attendais pas à avoir de ces nouvelles après l'incident de l'aéroport. Comment vas-tu? Mieux. Beaucoup mieux, en fait. Je loge chez Derek et ses parents ont été incroyablement compréhensifs. Ils m'aident à trouver mes prochaines étapes. Michael et moi allons divorcer. J'ai déposé les papiers hier. J'ai été surprise par le soulagement que j'ai ressenti en entendant ces mots. Non pas parce que je voulais récupérer Michael. Ce bateau avait navigué il y a bien longtemps, mais parce que cela signifiait que Rachel se faisait enfin passer, elle et son bébé, en premier. Comment te sens-tu à ce sujet? Effrayé, mais aussi libre pour la première fois depuis des mois. Suzanne, il y a quelque chose que je dois te dire à propos de la maison. Quoi à propos de la maison? J'ai examiné les dossiers financiers de Michael avec l'aide de Derek, et nous avons trouvé des choses. De mauvaises choses. Mon estomac se serra. Quel genre de mauvaises choses? Il a falsifié ta signature sur des documents, des demandes de prêt, des papiers de refinancement, des demandes de carte de crédit. Il a utilisé tes antécédents de crédit et le fait que ton nom figurait sur l'hypothèque originale pour contracter des prêts supplémentaires sur la maison. Je me sentis étourdi. Combien? Environ 80 000 $. Suzanne, je suis tellement désolé. Je n'avais aucune idée qu'il faisait ça. Je pensais que les problèmes d'argent venaient juste du fait qu'il ne travaillait pas, mais il te volait activement depuis des mois. La pièce commença à tourner. Michael ne m'avait pas seulement trompé et quitté pour ma sœur. Il avait commis une fraude financière en utilisant mon identité. Rachel, je dois appeler mon avocate immédiatement. Peux-tu m'envoyer des copies de tout ce que tu as trouvé? Je l'ai déjà fait. Derek m'a aidé à tout scanner et à te l'envoyer par email. Suzanne, il y a plus. Plus quoi? Il a fait ça à d'autres personnes aussi. Son partenaire commercial de son ancien cabinet comptable, son frère, même son voisin âgé. Nous avons trouvé des documents de prêt avec des signatures falsifiées d'au moins 6 personnes différentes. Michael n'était pas seulement un mari infidèle. C'était un escroc en série qui avait utilisé son accès à des informations personnelles pour voler toute personne qu'il pouvait cibler. Avez-vous porté plainte à la police? Pas encore. Le père de Derek est un policier à la retraite et il dit que nous devons d'abord organiser toutes les preuves. Mais Suzanne, la maison va être saisie. Il n'y a aucun moyen de rattraper tous les paiements qu'il a manqués. Et avec tous les prêts supplémentaires, tu serais responsable de bien plus que la valeur de la maison. Je comprends. La maison avait de toute façon été souillée pour moi. Savoir que Michael l'avait utilisée comme garantie pour des prêts frauduleux confirmait simplement que je devais rompre tous les liens complètement. Suzanne,
je veux témoigner contre lui pour ce qu'il t'a fait, à moi, à tout le monde. Vas-tu porter plainte? C'était la première fois dans tout ce cauchemar que Rachel m'avait offert de m'aider réellement au lieu de demander de l'aide. Oui, dis-je, mais d'abord je dois me protéger financièrement. J'ai passé les 2 heures suivantes au téléphone avec Amanda, mes sociétés de cartes de crédit et la banque qui détenait l'hypothèque. Les dégâts étaient pires que ce que Rachel avait initialement décrit. Michael avait réussi à accumuler plus de 100 000 $ de dettes en utilisant mes informations, et comme nous étions fiancés et vivions ensemble, prouver la fraude allait être compliqué. Mais il y avait une lueur d'espoir à laquelle je ne m'attendais pas. Suzanne, dit Amanda lors de notre réunion d'urgence le lendemain. Il y a quelque chose d'intéressant dans ces documents. Michael a commis une erreur cruciale. Quel genre d'erreur? Il a falsifié votre signature sur plusieurs documents datés après la fin de vos fiançailles. Nous avons la preuve que vous étiez déjà à San Francisco lorsque ces prêts auraient été signés. Cela en fait une fraude pure et simple plutôt qu'un litige civil entre ex-partenaires. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous pouvons non seulement engager des poursuites pénales, mais aussi le poursuivre en dommages et intérêts. Et voici la meilleure partie, sa police d'assurance habitation comprend une couverture pour le vol d'identité. Si nous pouvons prouver la fraude, ce que nous pouvons faire, la compagnie d'assurance couvrira vos pertes et se retournera ensuite contre Michael pour récupérer l'argent. Pour la première fois dans toute cette épreuve, j'ai eu l'impression que le système pouvait réellement fonctionner en faveur de la victime plutôt que du coupable. Combien de temps cela prendra-t-il? Les accusations criminelles pourraient prendre des mois à se résoudre, mais la réclamation d'assurance devrait aller plus vite. J'estime que vous pourriez récupérer la plupart de vos pertes en 6 semaines. J'ai appelé Rachel ce soir-là pour la tenir au courant de la situation juridique. Dieu merci, dit-elle quand je lui ai expliqué la couverture d'assurance. Suzanne, j'ai eu tellement de remords à cause de ce qu'il t'a fait financièrement. Je savais que nos problèmes d'argent étaient graves, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il te volait activement. Rachel, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand tu as commencé à réaliser quel genre de personne il était vraiment, avant que ça n'aille aussi mal? Il y eut un long silence. Parce que j'avais honte. Je savais que tout le monde m'avait dit que je faisais une erreur et j'étais trop fier pour admettre que j'avais détruit ma relation avec ma sœur pour un homme qui n'en valait pas la peine. Et maintenant? Maintenant je réalise que la fierté est un luxe que je ne peux pas me permettre. Je vais être une mère célibataire et j'ai besoin de ma famille. Une vraie famille, pas des gens qui prétendent seulement se soucier de moi quand cela les arrange. Et maman et papa? Ils ont du mal avec tout ce qui a été révélé sur Michael. Je pense qu'ils commencent à réaliser que soutenir ma relation avec lui n'était pas seulement mauvais pour toi. C'était mauvais pour moi aussi. Leur as-tu parlé de la fraude? Oui. Papa veut t'appeler, mais il a peur que tu ne répondes pas. J'y ai réfléchi un instant. Dis-lui qu'il peut m'appeler, mais seulement s'il est prêt à avoir une vraie conversation sur la façon dont cette famille a fonctionné et ce qui doit changer. Je lui dirai, Suzanne, il y a encore une chose. Quoi? Je veux te rembourser les acomptes du mariage, l'argent que tu as perdu, tout. Ça va me prendre des années, mais je veux arranger les choses. Rachel, tu n'es pas obligée. Oui, je le suis. Pas parce que quelqu'un m'y force, mais parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai créé ce désordre, et je dois prendre la responsabilité de le nettoyer. Pour la première fois depuis des mois, ma petite sœur sonnait comme la personne avec qui j'avais grandi, la personne que j'avais cru perdue à jamais. D'accord, dis-je. Mais nous le ferons à des conditions raisonnables qui ne te blesseront pas toi ou le bébé. Merci pour tout, de ne pas avoir abandonné, même quand j'ai abandonné moi-même. Après que nous ayons raccroché, je me suis assise dans mon appartement, regardant la baie de San Francisco, pensant à quel point ma vie avait changé de façon spectaculaire en seulement 6 mois. J'avais perdu un fiancé, une sœur et le soutien de mes parents. Mais j'avais gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, la connaissance que j'étais assez forte pour reconstruire ma vie à mes propres conditions. Le plus dur était passé. Mais le plus grand choc était encore à venir. L'appel de mon père arriva un mardi matin alors que j'examinais des diapositives de présentation pour une importante réunion client. Suzanne. Sa voix était tremblante et incertaine. Merci d'avoir accepté de me parler. Salut, papa. J'ai mis mon travail de côté et lui ai accordé toute mon attention.
Je te dois des excuses. Une vraie, pas celle que ta mère a essayé de te faire. Je te dois une explication sur la façon dont je t'ai si mal laissé tomber quand tu avais le plus besoin de moi. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Papa avait toujours été le parent le plus réservé, laissant maman prendre les rênes des drames familiaux. L'entendre prendre la responsabilité était à la fois surprenant et encourageant. J'écoute. Quand Rachel nous a parlé de la liaison et de la grossesse, ta mère et moi avons paniqué. Nous ne savions pas comment gérer cela. Alors, nous avons opté pour essayer de contenter tout le monde et d'éviter les conflits. Mais en faisant cela, nous t'avons complètement abandonné. Oui, vous l'avez fait. Nous nous sommes dit que nous étions justes, essayant de soutenir tout le monde équitablement. Mais c'était un mensonge. Nous prenions le chemin le plus facile, soutenant les personnes qui avaient le moins de courage à soutenir. Je restais silencieuse, le laissant continuer. Il aurait fallu du courage pour dire à Rachel que ses choix avaient des conséquences. Il aurait fallu du courage pour dire à Michael que nous ne pouvions pas l'accueillir dans la famille après ce qu'il avait fait à notre fille. Il aurait fallu du courage pour faire passer ton bien-être en premier alors que tu étais celle qui avait été lésée. Pourquoi me dites-vous cela maintenant, papa? Parce qu'en voyant ce que Michael t'a fait financièrement. En voyant comment il a manipulé et menti à tout le monde, y compris Rachel, j'ai réalisé quelque chose, nous n'avons pas seulement manqué de te soutenir. Nous avons activement encouragé quelqu'un qui te faisait du mal. Il marqua une pause et je pouvais l'entendre lutter avec l'émotion. Suzanne, j'ai passé le dernier mois à réfléchir au genre de père que j'ai été pour toi au fil des ans, et je n'aime pas ce que je vois. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ce n'était pas la première fois que nous attendions de toi que tu sois la personne mature, la personne responsable, celle qui se sacrifie pour le confort de tout le monde. Nous l'avons fait toute ta vie. Il avait raison. Et l'entendre le reconnaître était à la fois une validation et une douleur. Quand tu avais 16 ans et que Rachel a accidenté ta voiture, nous t'avons fait partager la tienne avec elle au lieu de lui faire face aux conséquences. Quand tu es entré à l'université d'État et qu'elle non, nous avons dépensé tes fonds universitaires en tutorat et en préparation aux examens pour qu'elle entre dans une meilleure école. Quand tu as obtenu ton diplôme et ton premier emploi, nous nous attendions à ce que tu aides avec ces prêts étudiants. Je me suis souvenu de tous ces incidents et de dizaines d'autres comme eux. Nous nous disions toujours que c'était parce que tu étais plus forte, plus capable, plus mature, mais en réalité, c'était parce que tu étais plus facile. Tu ne faisais pas de crise, ne faisais pas d'exigence ou ne menaçais pas de nous couper les ponts, alors nous te demandions toujours plus et moins à elle. Papa, tu n'es pas obligé. Oui, je le suis. Parce que j'ai besoin que tu comprennes que ce qui s'est passé avec Michael n'était pas une aberration. C'était l'aboutissement de 28 ans où nous t'avons traité comme si tes sentiments et tes besoins importaient moins que ceux de tout le monde. Je pleurais maintenant, non pas de tristesse, mais de soulagement. Quelqu'un l'avait enfin vu. Quelqu'un avait enfin compris le schéma qui avait façonné toute ma relation avec ma famille. Où allons-nous à partir d'ici, demandai-je. Je ne sais pas. J'espère que nous pourrons trouver un moyen d'avancer, mais je comprends si nous ne le pouvons pas. Je comprends si les dégâts sont trop profonds pour être réparés. Ce n'est pas trop profond, papa. Mais les choses doivent changer. Vraiment changer. Pas seulement temporairement jusqu'à la prochaine crise. Je suis d'accord. Ta mère et moi avons parlé de suivre une thérapie familiale. Non pas pour te manipuler pour que tu reviennes, mais pour comprendre comment être de meilleures personnes et de meilleurs parents. Et Rachel? Rachel fait son propre travail. Elle est en thérapie. Elle suit des cours de parentalité. Et elle travaille à être indépendante pour la première fois de sa vie. Elle ne demande pas notre aide financière, même si l'argent est serré. Et Michael? Michael va en prison. Le procureur dit qu'avec toutes les preuves de fraude fournies par Rachel, il risque 5 à 7 ans. La nouvelle aurait dû ressembler à une victoire, mais elle ressemblait surtout à une conclusion. Papa, il y a quelque chose que je dois te dire. Quoi? Je ne retourne pas vivre dans l'Ohio. C'est ma vie maintenant, et je suis heureuse ici. Je sais. Et je suis fier de toi d'avoir construit quelque chose de bien pour toi-même, même après que nous t'ayons si mal laissé tomber. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas avoir une relation. Cela signifie juste qu'elle doit être différente, meilleure. J'aimerais ça, dit-il doucement. J'aimerais beaucoup ça.
Nous avons parlé pendant 1 heure de plus de choses pratiques, des procédures judiciaires contre Michael, de l'évolution de la grossesse de Rachel et de mon travail à San Francisco. Mais surtout, nous avons parlé de reconstruire la confiance et d'établir de nouvelles limites qui protégeraient toutes les personnes impliquées. Quand nous avons raccroché, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce que tout était réparé, mais parce que quelqu'un de ma famille avait enfin pris la responsabilité de sa part dans la rupture. Mais le vrai choc est arrivé 3 jours plus tard lors d'un appel téléphonique qui allait changer tout ce que je pensais savoir de cette situation. C'était le détective Martinez de la division des fraudes de la police de l'État de l'Ohio. Madame s'éclaircit la gorge Mitchell, nous avons quelques questions à vous poser concernant Michael Thompson et ses activités financières. Nous avons découvert des informations supplémentaires qui affectent votre affaire. Quel genre d'informations ? Nous avons enquêté sur les activités de M. Thompson au cours des 2 dernières années, et nous avons découvert des preuves que ses stratagèmes de fraude étaient beaucoup plus étendus que nous ne le pensions initialement. Mon cœur se serra. À quel point plus étendu ? Mademoiselle Mitchell, nous avons des raisons de croire que M. Thompson planifiait cela depuis plus d'1 an. La liaison avec votre sœur, l'annonce de la grossesse, même l'annulation du mariage. Nous pensons que tout cela faisait partie d'un plan élaboré pour accéder à vos informations financières et à vos antécédents de crédit. La pièce commença à tourner. Que dites-vous ? Nous disons que M. Thompson a peut-être ciblé votre sœur spécifiquement parce qu'elle était un membre de votre famille et lui donnerait accès à vos informations personnelles. Nous avons trouvé des preuves sur son ordinateur suggérant qu'il a effectué des recherches approfondies sur votre situation financière avant de commencer la relation avec Rachel. Je n'arrivais pas à respirer. La trahison que je pensais être personnelle et émotionnelle était en fait calculée et financière. Détective, me dites-vous que Michael a manipulé ma sœur pour qu'elle ait une liaison afin de me voler ? C'est ce que les preuves suggèrent. Nous avons trouvé des emails entre M. Thompson et un associé discutant de vos revenus, de votre propriété et de votre code de crédit. Ces emails remontent à 14 mois, bien avant que la liaison ne commence soi-disant. Rachel ne m'avait pas seulement trahi par amour ou par luxure ou par tout ce qu'elle pensait ressentir. Elle avait été un pion dans un jeu d'escroquerie qui me ciblait spécifiquement pour mes actifs financiers. Rachel est au courant. Nous prévoyons de l'interroger demain. Étant donné qu'elle est également une victime dans ce complot, nous voulions vous parler d'abord. Après avoir raccroché avec le détective, je me suis assise dans mon appartement, essayant de digérer cette nouvelle information. Tout ce que je pensais comprendre de la situation était faux. Rachel ne m'avait pas volé mon fiancé. Elle avait été manipulée par un sociopathe qui l'utilisait pour m'atteindre. Mon téléphone sonna presque immédiatement. C'était Rachel, sa voix paniquée et essoufflée. Suzanne, la police vient d'appeler. Ils veulent m'interroger demain sur Michael. Ils disent des choses qui n'ont pas de sens. Rachel, assieds-toi. Il faut que je te raconte ce qu'ils m'ont dit. J'ai tout expliqué ce que le détective avait révélé, regardant toute ma compréhension de l'année écoulée s'effondrer et se remodeler. Il m'utilisait, murmura Rachel quand j'ai eu fini. Tout le temps, il m'utilisait pour t'atteindre. Oui, Suzanne. Je suis tellement désolée. Je pensais que j'étais amoureuse de lui. Je pensais qu'il m'aimait. J'ai détruit notre relation pour quelqu'un qui m'utilisait juste comme un outil pour te blesser. Rachel, tu étais une victime aussi. Nous l'étions toutes les deux. Mais j'aurais dû savoir. J'aurais dû me demander pourquoi quelqu'un comme Michael s'intéresserait soudainement à moi alors qu'il était fiancé à quelqu'un d'aussi réussi et beau que toi. Ne te fais pas ça. C'est un manipulateur professionnel. Il ne s'agissait pas de toi qui n'étais pas assez bien. Il s'agissait de lui qui était un criminel qui a ciblé notre famille. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus, assemblant des indices qui avaient du sens maintenant, mais qui étaient invisibles à l'époque. L'intérêt soudain de Michael pour Rachel juste après que je lui ai parlé de ma promotion et de mon augmentation de salaire. Ces questions sur les finances de ma famille que j'avais cru être des discussions normales de couple. Son insistance à être ajoutée à mes comptes bancaires et à l'hypothèque après nos fiançailles. La grossesse, dit soudainement Rachel. Suzanne, et si la grossesse avait été planifiée aussi ? Et s'il essayait de me piéger pour que je ne puisse pas me rétracter quand les choses deviendraient compliquées ? C'était possible. Compte tenu de tout ce que nous avions appris sur la nature calculatrice de Michael,
une grossesse non planifiée semblait être exactement le genre de levier qu'il voudrait pour s'assurer que Rachel reste engagée dans le complot. Ça n'a pas d'importance maintenant, lui dis-je. Ce qui compte, c'est que tu es libre de lui et que tu es en sécurité. Et le bébé? Le bébé est innocent dans tout ça et tu vas être une super maman. Suzanne, puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Penses-tu que tu pourras un jour me pardonner? Non seulement pour la liaison, mais pour avoir été si stupide que j'ai laissé quelqu'un m'utiliser pour te faire du mal. J'y réfléchis un long moment. Rachel, je t'ai pardonné il y a des semaines. Maintenant, je comprends qu'il n'y a rien à pardonner. Nous étions toutes deux victimes du même prédateur. Je t'aime, Suzanne. J'aurais dû le dire il y a des mois. Je t'aime aussi. Après que nous ayons raccroché, j'ai réalisé que cette révélation, aussi choquante soit-elle, m'avait donné quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, ma sœur est de retour. 1 an plus tard, j'étais assise dans mon bureau à San Francisco quand mon assistante m'a appelé pour me dire que j'avais des visiteurs. Suzanne, il y a une femme avec un bébé ici pour vous voir. Elle dit que c'est votre sœur. J'ai souri, disant à Maria de les faire monter immédiatement. Rachel apparut à ma porte, tenant une magnifique petite fille de 6 mois aux cheveux noirs et aux yeux vert vifs. Suzanne, je te présente ta nièce, Hélène Suzanne Thompson. Les larmes me sont montées aux yeux en réalisant qu'elle avait donné au bébé le nom de notre grand-mère et le mien. Elle est magnifique, Rachel. Elle te ressemble, dit Rachel, s'installant sur la chaise en face de mon bureau. Tout le monde le dit. Rachel avait l'air en pleine forme et heureuse comme je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle avait perdu l'expression stressée et effrayée qui était devenue son défaut pendant les années Michael, et il y avait une confiance dans sa posture qui témoignait d'une véritable indépendance. Comment ça va? Très bien. Derek et moi nous sommes mariés le mois dernier. Juste une petite cérémonie avec sa famille et papa. Nous achetons une maison dans sa ville natale et j'ai trouvé un emploi à l'école primaire locale. Derek t'a demandé en mariage. Rachel rit. En fait, c'est moi qui lui ai demandé après tout ce qui s'était passé avec Michael. J'ai réalisé que je voulais être avec quelqu'un qui me connaissait vraiment et m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce à quoi je pouvais lui donner accès. Et il a dit oui à la paternité instantanée. Il m'a dit oui. Le bébé faisait partie du lot et il a été incroyable avec elle. J'ai tendu les bras et Rachel m'a transféré la petite Hélène. Elle était minuscule et parfaite et sentait la poudre pour bébé et l'innocence. Suzanne, je suis venu ici pour 2 raisons. Premièrement, je voulais que tu rencontres Hélène, mais deuxièmement, j'ai quelque chose pour toi. Elle fouilla dans son sac à langer et en sortit une enveloppe. Qu'est-ce que c'est? C'est un chèque de 43 000 $. Je fixai le chiffre, confuse. Rachel, où as-tu trouvé autant d'argent? Du règlement de la condamnation de Michael. Quand il a plaidé coupable aux accusations de fraude. Une partie de son accord de plaidoyer comprenait des paiements de restitution à toutes ses victimes. Ceci est à part. Je ne comprends pas. L'assurance a déjà couvert mes pertes. C'est séparé. C'est pour les dommages émotionnels et les dommages-intérêts punitifs. Le juge a dit que ce qu'il a fait à notre famille allait au-delà de la fraude financière pour atteindre la manipulation psychologique et l'abus émotionnel. Je regardais le chèque, toujours en train de digérer. Rachel, tu devrais garder ça. Tu es une mère célibataire. Tu en as besoin. Je ne suis plus une mère célibataire, tu te souviens? Et Derek a un bon travail. Nous allons bien financièrement. Mais le bébé. Suzanne, arrête. Cet argent t'appartient. Prends-le. J'ai plié le chèque et l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. Merci. Il y a autre chose. Papa voulait que je te donne ça. Elle me tendit une lettre avec l'écriture de mon père sur l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une courte note. Suzanne, ta mère et moi sommes en thérapie depuis 6 mois maintenant, travaillant à comprendre comment nous t'avons laissé tomber, toi et Rachel, au fil des ans. Nous avons beaucoup appris sur nous-mêmes que nous n'aimons pas, mais nous sommes déterminés à faire mieux. Nous t'aimons, et nous sommes fiers de la femme que tu es devenue malgré nos échecs en tant que parents. Nous espérons qu'un jour tu te sentiras à l'aise de rentrer à la maison pour une visite, mais nous comprenons si ce jour n'arrive jamais. Quoi qu'il en soit, sache que tu es aimé et regretté chaque jour. Papa. Ils sont vraiment différents, dit Rachel,
me regardant lire. La thérapie les a aidés à comprendre beaucoup de choses sur la façon dont ils nous ont traités en grandissant. Et comment ça va pour toi avec tout ça? Mieux. Ça aide de comprendre que Michael ne m'a pas ciblé parce que j'étais faible ou stupide. Il m'a ciblé parce que j'avais été conditionné toute ma vie à prioriser les besoins des autres au détriment de mon propre jugement. Elle avait raison. Le modèle de nos parents, qui s'attendaient à ce que Rachel soit prise en charge et à ce que je prenne soin d'elle, l'avait rendue la cible parfaite pour la manipulation de Michael. Es-tu heureuse, Rachel? Vraiment heureuse. Pour la première fois de ma vie, je suis avec quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour lui ou ce à quoi je peux lui donner accès. Derek ne veut pas me changer, me contrôler ou m'utiliser. Il veut juste construire une vie ensemble. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et Suzanne, tu mérites ça aussi. J'y travaille, dis-je. Je fréquente quelqu'un, en fait, un homme que j'ai rencontré au travail et qui ne sait rien de mes problèmes familiaux et même juste pour moi. C'est merveilleux. Nous avons passé les 2 heures suivantes à discuter, Hélène dormant paisiblement dans mes bras pendant que Rachel me racontait sa nouvelle vie. Quand il fut temps pour elle de partir, Rachel me serra fort dans ses bras. Suzanne, je sais que je ne pourrai jamais pleinement compenser ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que te perdre a été le pire de tout. Pire que le divorce. Pire que les problèmes financiers. Pire que de découvrir que j'avais été manipulé. Perdre ma sœur, c'est ce qui a failli me briser. Tu ne m'as pas perdu, dis-je. Tu m'as retrouvé. Viendras-tu nous rendre visite un jour? Hélène devrait connaître sa tante Suzanne. Oui, dis-je sans hésitation. J'aimerais beaucoup. Après qu'elle soit partie, je me suis assise dans mon bureau, tenant le chèque et la lettre de mon père, pensant à quel point ma vie avait changé de façon spectaculaire depuis cette terrible nuit dans le salon de mes parents. J'avais perdu un fiancé qui s'était avéré être un criminel. J'avais perdu la confiance naïve que j'avais dans le soutien inconditionnel de ma famille. J'avais perdu la version de moi-même qui privilégiait le maintien de la paix plutôt que la protection de mon propre bien-être. Mais j'avais tellement gagné plus. J'avais gagné une véritable indépendance et une sécurité financière. J'avais acquis la connaissance que j'étais assez forte pour reconstruire ma vie à partir de zéro. J'avais gagné une relation avec ma sœur basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation familiale. Et surtout, j'avais compris que ma valeur n'était pas déterminée par ce que j'étais prête à sacrifier pour le confort des autres. L'argent que j'avais récupéré de l'assurance de Michael, et maintenant sa restitution, irait dans un fonds universitaire pour Hélène. Je voulais qu'elle grandisse en sachant qu'elle avait des choix, qu'elle n'avait pas à dépendre de qui que ce soit d'autre pour sa sécurité ou son bonheur. Je regardais par la fenêtre de mon bureau la baie de San Francisco, pensant à la façon dont la vue était devenue un symbole de la vie que je m'étais construite. C'était une vie où les gens m'appréciaient pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais leur apporter. C'était une vie où je fixais les limites et les règles. C'était une vie pour laquelle il valait la peine de se battre. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus d'histoires sur des personnes qui ont trouvé la force de reconstruire leur vie après une trahison. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver parce qu'elle vous force à découvrir à quel point vous êtes vraiment fort. Et parfois, la famille qui compte le plus n'est pas celle dans laquelle vous êtes né, mais celle que vous choisissez de construire autour de vous.